On va attaquer cette journée avec l'énergie de demain. Quelques chiffres d'abord pour démarrer. L'an passé, en intégrant les déplacements, les ressources d'énergie primaire utilisées à La Réunion étaient composées à 86% d'énergie fossile importée, du fioul lourd, du gazole, du charbon. Pour l'électricité, le bilan est un peu meilleur. 37% d'énergie renouvelable, essentiellement de l'hydraulique, du photovoltaïque et de la biomasse. La programmation pluriannuelle de l'énergie était optimiste pour 2023. Elle tablait sur 99,7% d'énergie renouvelable dans le mix électrique, grâce au remplacement du charbon et du fioul par de la biomasse solide et liquide. Nous verrons ce qu'il en a été. Et nous nous intéresserons également aux objectifs à plus long terme avec nos invités. Jean-Pierre Chabria, vous êtes le PDG de la société publique locale Énergie Réunion, anciennement Horizon Réunion. Ça n'a pas encore changé de nom? Président, très bien, qui a été créé donc par la région pour piloter la transition énergétique. Fabien Balénoïc, vous êtes le secrétaire général de Temergy. Temergy, c'est le cluster de la transition énergétique qui a été créé en 2007, labellisé en 2010. Temergy rassemble des entreprises, des laboratoires de recherche de l'Université de La Réunion, des organismes de formation, des fédérations professionnelles et des collectivités territoriales qui sont engagées pour une réunion durable. Michel Dijoux, vous êtes le président du groupe Dijoux, l'un des principaux acteurs sur le marché des énergies renouvelables à La Réunion. Ludovic Loricourt, vous êtes responsable de la cellule amélioration du cadre de vie au territoire de l'Ouest. Et enfin, Jean-Laurent Camelindia, vous travaillez à la direction du développement durable à la CINOR. Je tiens à préciser que pour cette table ronde, nous avions également invité les deux principaux producteurs d'énergie de La Réunion, Albioma et EDF PEI. Malheureusement, ils n'ont pas pu se rendre disponibles à cette occasion. Je vais vous interroger tous individuellement. Je vais vous demander votre vision de l'énergie de demain. Dans une deuxième partie, nous lancerons un débat afin de voir comment développer les énergies propres sur cette île. Notre conférence va durer environ 1 heure. Nous avons prévu une partie de questions-réponses avec le public. Je vous demanderai donc d'être le plus synthétique possible pour que nous puissions tenir les délais. Jean-Pierre Chabria, je propose que nous démarrions avec vous. Vous avez présenté il y a quelques jours le bilan énergétique 2022 de La Réunion. Ma question va être très franche. Est-ce que vous estimez que ce bilan est bon ou pas? Alors, le bilan, mon analyse du bilan, c'est que c'est une analyse partagée, donc je vais faire une réponse de Normand pour le coup. Mais il est bon du point de vue de l'énergie électrique par rapport aux énergies renouvelables, certes, mais il n'est pas bon du point de vue des énergies liées à la mobilité en particulier, puisque nous observons, au lieu d'avoir une diminution de la consommation énergétique sur le plan de la mobilité, une augmentation de cette consommation. Donc il faut être réaliste, hein, il faut voir les choses en face. C'est-à-dire que quand on fait le bilan local, global de l'énergie à La Réunion, nous sommes dépendants de l'extérieur à 85%, ça c'est ce qu'il faut dire, alors que l'on souhaite, et qu'il est mentionné dans le Code de l'énergie, d'atteindre une autonomie énergétique en 2030. Alors bien évidemment, il ne faut pas changer de cap, le cap doit être toujours le même, mais certainement il faudra réviser l'agenda et dessiner un agenda beaucoup plus raisonnable. Maintenant, donc, je réponds très rapidement à votre question. Il y a des choses positives, et puis il y a des choses un peu moins bonnes, et puis il faut le dire. Voilà. Alors comment on fait justement pour améliorer ces résultats? Quelle est votre vision? Quels sont les leviers? Alors quand je vais recadrer, si vous voulez bien, les choses par rapport à ce qui se passe quand même à travers le monde, et je pense que c'est important. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé pendant la période qui vient de se dérouler, c'est ce qui s'est passé à l'île Maui aux Hawaï, aux îles Canaries récemment, et dans les îles grecques par ailleurs. Ce sont des îles des régions ultra-périphériques, soit américaines, soit européennes, qui sont relativement similaires finalement à La Réunion. Et on a vu la catastrophe qui s'est déroulée, notamment du point de vue des incendies. Le changement climatique est là, il s'installe. Et comme je l'ai répété dans le cadre du schéma d'aménagement régional au niveau de la CIRES, dans une réunion un peu globale, nous n'avons pas le droit de bavarder. Aujourd'hui, on doit mettre les choses sur la table.
et dessiner un véritable agenda raisonnable et raisonné pour accélérer véritablement la transition énergétique. Le mot d'ordre est très clair, il faut réfléchir en courant et agir en courant. On n'a pas le choix. Donc c'est la raison pour laquelle je suis mobilisé vraiment à plein temps presque sur cette question de l'énergie au niveau de la collectivité régionale, parce qu'il faut accélérer la mobilisation des acteurs. En particulier, ce n'est pas la collectivité qui fait l'action, ce sont les entreprises, ce sont les acteurs de production d'énergie, etc. Et il faut véritablement prendre conscience de la situation, 2, mobiliser les acteurs, et 3, les accompagner au maximum. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une vision globale, on ne peut pas avoir une vision ponctuelle de la question énergétique. Et dans la vision globale, il y a le schéma d'aménagement, le futur schéma d'aménagement régional qui est important, parce qu'il faudra bien dessiner. Je vous donne un exemple. On veut développer l'éolien terrestre et l'éolien offshore à La Réunion. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on doit atteindre, théoriquement, à 2028, en cumulé 75 MW de production éolienne offshore. Terrestre, pardon. Avec ce qu'on appelle le repowering des éoliennes actuelles, on va passer d'une dizaine de mégawatts à 25 MW. Mais il y a 50 MW supplémentaires. Où est-ce qu'on les met? Donc, et on a 5 ans pour le faire. Donc, où est-ce qu'on les met? Et il faut qualifier à ce moment-là les terrains, potentiellement, et faire de la réserve foncière pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt d'usage par rapport à ces terrains, mais pouvoir installer effectivement des éoliennes pour augmenter la production d'énergie locale. Alors, le fil rouge, quand même, pour que vous compreniez le sens de la pensée, de ma pensée, mais aussi, je représente ici la présidente de région, l'autorité régionale, c'est que nous, ce qu'on veut, et en liaison avec l'intitulé du salon qui s'intitule Local, c'est faire en sorte que nous produisions au maximum des énergies renouvelables, durables, locales, à La Réunion. C'est-à-dire qu'il faut diminuer de manière significative la part des importations, y compris des énergies renouvelables importées. Donc on est vraiment sur le local, et le local, c'est le schéma d'aménagement régional, c'est la nouvelle économie, c'est-à-dire que aussi, en faisant du local, favoriser l'emploi, favoriser la construction d'une filière économique au niveau des énergies renouvelables locales. Donc tout est enchâssé, j'aime bien ce mot, c'est plus que lié, c'est complètement enchâssé, et faire en sorte que cette direction, ce fil rouge qui est pris sur les énergies renouvelables locales soit véritablement suivi. Juste pour vous dire, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a eu beaucoup de discussions quand on est arrivé aux responsabilités à la région, beaucoup d'influences qui sont venues me voir pour me dire c'est bien, c'est pas bien, enfin, il faut refuser, il faut accepter, etc. Vous savez, il y a une ligne dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, je crois que c'est l'article 7, qui est fondamental et qui nous met, nous tous, face à nos propres responsabilités. Cette ligne dit la chose suivante: toute énergie renouvelable locale est prioritaire sur le réseau électrique, si je prends que l'électricité. Donc c'est à nous de jouer. On n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. C'est à nous de jouer, c'est à nous d'organiser. À partir du moment où cette énergie renouvelable locale est prioritaire, eh ben allons le faire. Et faisons localement, et je refais le lien avec votre salon, toutes les énergies renouvelables. Voilà. Je vais laisser un peu la parole à mes collègues. Avant de donner la parole à Fabien Balénaïc, un mot sur l'hydrogène, qui fait partie effectivement des priorités de la région. Alors, l'hydrogène, quand cette filière est-elle susceptible de se mettre en place? Est-ce que c'est une solution pour la problématique des transports? On voit que le problème aujourd'hui est plus sur les transports que sur l'électricité. Alors, je vais vous dire simplement, l'hydrogène, ce n'est pas une solution, c'est une obligation. Quand vous faites appel aux spécialistes internationaux, et on a fait appel à un spécialiste international, quelqu'un qui fait de la géopolitique internationale de l'hydrogène, tout l'arc de l'Iora, enfin le bassin de l'océan Indien, tous les ports se préparent à la mutation hydrogène, tous. Le gouvernement de Singapour a donné un chèque en blanc au port de Singapour pour transformer le port de Singapour pour être le hub principal de l'hydrogène pour alimenter les futurs bateaux. Ce qui va pousser la transformation comme vecteur énergétique, c'est pas de l'énergie en soi. Vous savez, l'énergie principale, on n'en a qu'une en fait.
c'est l'énergie solaire. C'est normal, hein. Elle vient du soleil et c'est elle qui transforme tout le système énergétique de la Terre. Donc la question qui est posée, c'est comment on produit de l'hydrogène pour permettre une mobilité à l'hydrogène. Et comment on pose les jalons pour y arriver. Et quand je vous dis c'est une obligation, c'est qu'à un certain moment, dans une dizaine, une quinzaine d'années au grand maximum, la mutation actuelle, sauf découverte extraordinaire, je le dis parfois dans des discussions sur la fusion nucléaire et la fusion nucléaire froide, on est obligé de travailler toutes les solutions. Donc l'hydrogène, ce qui va pousser l'économie de l'hydrogène au niveau mondial, c'est la mobilité maritime. La deuxième chose qui va pousser l'hydrogène au niveau mondial, c'est la mobilité aérienne. Quoi qu'on le dise, Airbus se prépare. Et il y a des verrous technologiques qui ont été sautés récemment. Et en particulier, les moyens courriers seront peut-être disponibles en hydrogène en 2035-2040. Donc vous voyez, en tant que responsable politique, on est obligé de se projeter sur un horizon loin. C'est sûr que ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain qu'on va apporter une solution immédiate. Alors, quel axe on a pris, nous, sur l'hydrogène? Nous sommes en train d'écrire une stratégie de l'hydrogène de la Réunion, avec comme axes principaux, tout d'abord, la mobilité lourde. On ne va pas s'attaquer aux automobiles dans un premier temps, puisqu'il y a un autre modèle économique qui est mis en place. Et quand on parle de mobilité lourde, on parle des autobus, des autocars, des camions. Et dans la foulée, préparer Port-Réunion à accueillir des bateaux à l'hydrogène, préparer l'aéroport à accueillir des avions à hydrogène sur des petits et moyens courriers. Et ensuite viendra l'automobile, une fois que l'amortissement du système en place sur les batteries, avec des transformations de batteries, sera avancé. On pourra aussi avancer dans cette direction. Mais c'est une vraie solution. Et en lien, je vous le dis tout de suite, en lien avec l'éolien offshore. On ne peut pas parler de l'hydrogène si on ne parle pas d'éolien offshore en particulier. On est à quel horizon à La Réunion? Écoutez, ça dépend de nous. Ça dépend des acteurs. Si vous avez été à la conférence de l'ADIR par Gunther Pauli, il a très bien dit, ça dépend de nous. On peut très bien se dire que sur un horizon de 10 ans, même si certains requins chagrins n'aiment pas cet horizon, on peut y arriver. Voilà. Si vous voulez, quand je rencontre les acteurs, je leur demande une seule chose. Quel est l'agenda? Et si les acteurs me répondent que c'est dans 30 ans, je leur dis c'est pas possible. 30 ans, c'est pas possible. Ouais. Très bien, merci. Fabien Balonaïc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Émergie? Je l'ai résumé en quelques mots tout à l'heure. Quelle est votre action et quels sont les résultats qui se traduisent en termes de transition énergétique pour La Réunion? C'est pas facile, on a la voix du salon derrière. On va essayer de faire l'exercice. Tout d'abord, Téménergie, je rappelle un petit peu la création. Je prends cette phrase de Paul Vergès, qui disait que la création de cette association, c'était une étape fondamentale dans le développement de La Réunion, qui sera au premier rang pour éclairer les chantiers en cours et à venir. Donc la place de Téménergie, c'est ça aujourd'hui, d'éclairer les chantiers, éclairer la réflexion sur l'énergie. Donc on y est aujourd'hui sur l'énergie de demain. Donc, Téménergie, c'est un cluster. Il regroupe majoritairement des entreprises, TPE, PME. Et selon les clusters, on peut intégrer des grandes entreprises, des laboratoires de recherche, des structures publiques, mais aussi des organismes de formation et des fédérations professionnelles. Donc l'écosystème réunionnais, c'est que nous avons intégré ces structures au sein de Téménergie. Donc aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'adhérents. Comme Jean-Pierre Chabriel a dit, la région est là pour penser, donner le cap de la transition énergétique. Et chez Téménergie, on va être ceux qui pensent, enfin ceux qui faisons cette transition énergétique. Donc on travaille au quotidien avec ces acteurs de terrain qui nous remontent des problématiques qui sont les embaucheurs de personnes sur le territoire. Donc aujourd'hui, le cluster, donc, bien entendu, il travaille sur la thématique de l'énergie, avec les thèmes des énergies renouvelables prioritairement, de la maîtrise de la demande en énergie, mais aussi le stockage d'énergie et plus récemment, le sujet de la mobilité électrique. Donc, nos adhérents, en fait, ils ont à cœur de faire en sorte qu'on atteigne cet objectif d'autonomie énergétique. Donc, c'est vrai, on a une loi qui nous a fixé ce cap en 2030.
tous les techniciens autour de la table le savent, les politiques, qu'en 2030, on n'y sera pas. Par contre, Jean-Pierre Chabria l'a rappelé, il est nécessaire, il est prioritaire de tendre vers cette autonomie énergétique. Donc, on va vous faire ici le contexte géopolitique de ce qui s'est passé dans le monde, mais on l'a bien vu, la France s'est retrouvée comme un système isolé il n'y a pas très longtemps, avec un manque d'importation de gaz, et bizarrement, on a parlé d'énergie renouvelable, d'accélération, de MDE, de sobriété. Donc, nous, à La Réunion, en fait, on a cette problématique qui est la ZLI, mais aussi c'est un avantage pour nous, car on est en capacité de développer des innovations locales qui vont être demain transposables dans le monde. Donc, notre boulot chez Temergy, c'est aussi de faire en sorte de montrer le savoir-faire de nos adhérents pour qu'on soit aussi une source d'inspiration pour les autres. Quels sont les freins à lever? Quels sont les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui en vue de tendre vers cette autonomie énergétique? Aujourd'hui, les freins à lever, je dirais, il y a la problématique, nous, ce qu'on souhaite, on a une partie de nos adhérents qui sont des producteurs d'énergie renouvelable, c'est comment on intègre massivement ces énergies renouvelables sur le réseau. Donc, M. Chabria l'a dit, bon, on évoque les Small Modular Reactors, bon, SMR, bon, c'est une idée en soi. Sauf que, soyons pragmatiques, soyons concrets, hier et aujourd'hui, hier et avant-hier, pour ceux qui suivent un peu la presse, on a eu un retour d'une part de la Banque Centrale Européenne qui nous a montré, bon, ben, si on n'investit pas massivement tout de suite dans les énergies renouvelables, demain ça va nous coûter encore plus cher. Et pareillement, hier est sorti le point d'étape en fait sur, on va dire, ce qu'ont fait les différents pays qui sont engagés dans l'accord du climat. Et le rapport d'hier est vraiment alarmant de dire, bon, ben, on n'y est pas du tout. Par contre, là où il y a du positif, et là où il faut qu'on soit quand même tous ensemble dans cette démarche, c'est que le GIEC nous annonce l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne et l'énergie prioritaire qu'il va falloir développer à un coût qui va vraiment être rentable par rapport à d'autres types d'énergie. Donc sur La Réunion, c'est simple. On a du solaire, on a des entreprises qui sont installées, qui sont experts dans ce domaine. Donc allons-y, mettons en place les conditions nécessaires. Et pour répondre à votre question, les freins à lever, c'est notamment la question du raccordement au réseau. Donc on a la capacité de le faire, on a l'outil pour le faire, le panneau photovoltaïque pour prendre l'exemple, mais on peut en installer tant qu'on veut. Tant qu'il n'est pas raccordé au réseau, demain, cette énergie n'est pas utilisable par le consommateur réunionnais. Donc, il y a cette question-là du raccordement réseau avec laquelle on doit travailler de concert avec le gestionnaire des réseaux. Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, mais chez Temergy, du moins, on travaille avec lui à cette question. Et puis, il y a cette question d'intermittence des énergies renouvelables. Donc, l'intermittence a été, en fait, un point sur lequel les contradicteurs des énergies renouvelables se sont attardés pour dire, bon ben non, on ne va jamais pouvoir y arriver. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit aussi dans le monde, il y a des solutions de stockage qui existent, donc solution batterie, on le connaît, mais il y a aussi, comme M. Chabria l'a évoqué, le vecteur hydrogène. Donc demain, qui est une source d'avenir, à la fois pour une réinjection dans le réseau électrique, mais aussi pour décarboner la mobilité. Et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir aujourd'hui. Donc voilà très rapidement sur quelques freins. Merci. Michel Dijoux, votre vision de l'énergie aujourd'hui et de celle de demain, en tant que président du groupe Dijoux. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Bon, moi je déplore l'absence de EDF, acteur principal de l'énergie, et Albioma, producteur d'énergie à La Réunion. C'est dommage, parce qu'ils auraient dû être à une telle table ronde. Bon, moi je nuancerai les propos de Fabien Balounaïc, parce que sur la partie énergie et injection au réseau, certes on a besoin du réseau, mais on arrive à s'en passer et on arrive à délivrer de l'énergie dans la maison du particulier sans avoir besoin nécessairement du réseau. Oui, c'est l'autoconsommation. C'est de l'autoconsommation, et si on a du stockage individualisé, et c'est une application courante aujourd'hui, donc on sait se passer totalement du réseau. Et ça, il faut le dire, parce que si on commence à dire oui, on a un problème d'injection, c'est du passé ça. C'était du blabla d'EDF avant.
Est-ce qu'on peut faire de l'autoconsommation partout? On peut faire de l'autoconsommation partout, dans le résidentiel, dans le tertiaire et dans l'industriel. Après, les freins. C'est ça le vrai sujet. Premier frein, il est culturel. Comment faire le pas individuellement culturel, j'entends, pas globalement culturel. Parce que la Réunion a déjà fait le pas de l'énergie renouvelable, globalement, d'un point de vue sociologique. Non, les freins individuels. Certaines personnes se posent encore la question aujourd'hui de l'intérêt et de la possibilité de faire fonctionner leur maison 24 heures en énergie renouvelable. Alors que c'est possible. Donc, il faut accepter deux choses fondamentales. C'est que la production peut être une production photovoltaïque. Le stockage, c'est stockage lithium. Aujourd'hui, il y a des bonnes solutions sécurisées à 100% qui nous offrent ces possibilités. C'est accessible à toutes les bourses? Il y a le problème du coût derrière, évidemment. Ça, c'est le deuxième problème, le deuxième frein. Ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Néanmoins, les prix ont chuté énormément depuis les 10 dernières années. Quand on a commencé à faire du photovoltaïque, juste un rappel, le groupe Dijoux fait du solaire depuis 33 ans, en chauffe-eau solaire. Solar Réunion existe depuis 33 ans. La division photovoltaïque dans le groupe Dijoux existe depuis 27 ans. Un des deux premiers acteurs français du photovoltaïque. Un des deux premiers, j'insiste là-dessus, historiquement. Donc, quand on a commencé à faire du photovoltaïque, le prix du watt-crête, c'est la mesure du photovoltaïque, était de 40 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, quand on achetait le module. On a fait MAFAT. Et on a fait MAFAT avec du stockage. Donc la solution non réseau, elle existait déjà. Puisque MAFAT, il n'y a pas de réseau qui existe. Et nous, on a réussi à faire des installations à l'aide de modules photovoltaïques, des petits à l'époque, avec des rendements ridicules par rapport à aujourd'hui, mais ça permettait aux Mafatais d'avoir de l'électricité. Et on avait du stockage pour la nuit et le reste du temps. Aujourd'hui, il y a eu une énorme évolution. Il y a eu la connexion au réseau, on en a parlé, Fabien vient d'en parler. La connexion au réseau, et c'est cette solution qui a, à mon sens, donné un essor véritable au photovoltaïque, parce que c'est là qu'est née la possibilité et l'obligation pour EDF, pour le gestionnaire de réseau EDF à La Réunion et filiale d'EDF en France, la possibilité, l'obligation pour le EDF de racheter, donc la possibilité pour un investisseur qui voulait posséder, un investisseur professionnel qui voulait posséder une installation, d'injecter sur le réseau. Et la problématique de la connexion au réseau se posait à cet instant. Par la suite, la région avait commencé à subventionner les petites installations résidentielles. Et ça remonte à peu près à 15-16 ans. À ce moment-là, on a commencé à faire entrer dans les maisons des installations sans stockage. Et c'était encore connexion réseau, pas autoconsommation. Et depuis 10-12 ans, c'est assez récent au final. On assiste à un tournant techniquement parlant, dans le photovoltaïque, qui a rendu possible l'avènement du photovoltaïque avec l'autoconsommation 24 heures sur 24. Donc la région, depuis que la nouvelle mandature existe, depuis que la nouvelle majorité existe au pouvoir, elle a pris une direction fondamentalement intéressante, puisque ce que Jean-Pierre Chabriat n'a pas dit, c'est qu'il y a un plan solaire qui est en préparation, qui va être annoncé bientôt. Ce n'est pas à moi de le faire, mais je ne peux pas rater cette opportunité. Qui va accompagner massivement les particuliers sur une durée relativement longue à s'équiper en photovoltaïque avec stockage et sans stockage. Et moi, je milite pour le stockage parce que quand on a une facture d'EDF à payer, l'objectif, c'est de l'effacer totalement. Et notre solution que nous offrons, nous, sur le marché, c'est l'effacement total de la facture, sauf la solution, sauf la partie abonnement. Il y a une énergie dont on n'a pas parlé là ce matin, jusqu'ici, c'est le nucléaire. Alors, vous y avez fait référence, monsieur Chabriat. La FEDOM
a tenu un séminaire à La Réunion il y a quelques mois. Le petit nucléaire, je cite, a été perçu comme une solution potentielle pour la Nouvelle-Calédonie et pour La Réunion. Je sais que la région s'est exprimée contre cette solution. Vous en pensez quoi, vous, Michel Dijon? Je suis obligé de répondre à 2 titres, puisque vous touchez la FEDOM, donc le président de la DIA que je suis est forcément concerné. Et je suis concerné, à 3 titres d'ailleurs, en tant que groupe Dijon, et je suis concerné en tant que Réunionnais. Donc, j'ai été assez malheureux de constater que dans le parcours du président de la FEDOM, un des fils conducteurs a été effectivement le nucléaire, l'implantation du nucléaire, entre autres sujets qu'il a posés sur la table. Mais finalement, je me suis dit que c'est pas mal qu'il ait posé le sujet, parce que ça nous permet de donner notre point de vue. Mon point de vue, il est clair sur le sujet. J'étais contre la biomasse au début parce que la biomasse est importée. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a des unités. EDF vient d'installer une unité de biomasse qui fonctionne à la biomasse pour 200 MW de capacité. J'étais contre ça, mais j'ai compris l'intérêt de la biomasse au bout de 2 ans, 3 ans. Parce que grâce à la biomasse, on a un effet tampon qui nous permet de nous prévenir et de prévoir l'éventualité de l'arrivée d'une petite centrale nucléaire. Donc, à nous de jouer pendant ces 10-15 ans qu'on a avant l'obligation de prendre du nucléaire dans la tête, à nous de jouer pour être prêts pour pouvoir dire non. Parce que si on a du photovoltaïque, du renouvelable dans son ensemble, de l'éolien, de l'hydrogène, le mix complet renouvelable, on aura la possibilité de montrer qu'il n'y a pas nécessité d'aller vers le nucléaire à La Réunion. En tout cas, je suis à 100% contre, et je l'ai dit, et je le dis officiellement aujourd'hui devant vous. La seule raison qui me fera faire de la politique, c'est qu'il y ait une annonce de nucléaire à La Réunion. Parce qu'on ne peut pas laisser ça à nos enfants. Très bien, merci Michel Dijoux. Ludovic Loricourt, on va parler un petit peu de l'action du territoire de l'Ouest en matière d'énergie. Je crois que vous êtes proactif en matière de maîtrise de la demande en énergie. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez lancé dans votre collectivité. Alors bonjour à tous, c'est exactement ça. Alors avant de vous parler plus précisément de la maîtrise de la demande en énergie, je vais vous rappeler les grands objectifs que la collectivité s'est fixés. Donc le territoire de l'Ouest a présenté en fin d'année dernière, au mois de décembre, son projet de territoire, l'Ouest 2040. Projet de territoire qui comporte un axe environnemental fort qui décrit un territoire durable, résilient, qui s'adapte et anticipe les effets du changement climatique à travers 2 sous-thématiques qui sont clairement énoncées. Bâtir un modèle d'aménagement, donc d'aller sur du neuf, adapté avec un bâti tropical, sobre en consommation énergétique et à adopter une gestion durable de la ressource, quelle qu'elle soit, mais notamment de la ressource énergétique électrique. Pour parler plus précisément de la MDE, je vous dirais que depuis août de l'année dernière, après avoir contractualisé avec la région Réunion, le territoire de l'Ouest est devenu la seule EPCI à déployer sur son territoire le SARE. Le SARE, c'est le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. C'est un service public qui vient apporter du conseil à tous les usagers du territoire qui souhaitent procéder à des travaux d'amélioration de leur confort, de travaux de rénovation, mais qui touchent au confort, à la thermique et à l'énergie. Il faut savoir que depuis le mois d'août, le territoire de l'Ouest a porté en direct 300 conseils individuels, un peu plus de 300 conseils en individuel à ses usagers. Conseils techniques, financiers, juridiques, l'accompagnement à la recherche d'aide, à la mobilisation, l'accompagnement des ménages à trouver un chemin, des solutions dans des aides qui existent mais qui ne sont pas toujours lisibles. Donc voilà. Et en action de terrain, on a communiqué lors de petites opérations de terrain dans les quartiers auprès de nos habitants, en faisant du porte-à-porte, en allant sur les marchés forains, en faisant de la permanence sur les points stratégiques. Le but était là de faire comprendre aux gens que on peut payer moins cher en ayant plus de confort. Vous avez essayé de chiffrer un petit peu les résultats que vous avez obtenus en termes Alors pour l'instant on ne l'a pas mesuré, on le fera à la fin du programme. Donc je pense que la région tête de file du SARE présentera ses résultats territoire par territoire et à ce moment-là, d'ici la fin de l'année, on pourra vous faire un petit retour de ce qui a été fait là-dessus. Au-delà
du SARE, il faut savoir que le territoire de l'Ouest porte un PILI. Un PILI, c'est un programme, c'est un plan local de lutte contre l'habitat indigne. Et en luttant contre l'habitat indigne, on lutte aussi contre la précarité énergétique. Il faut savoir que bon nombre de ménages de l'Ouest n'étaient pas équipés en chauffe-eau solaire. Donc à travers notre programme de lutte contre l'habitat indigne, au-delà de poser un diagnostic technique basique, on va guider ce public, l'accompagner avec nos collègues de la SPL Horizon Réunion vers l'acquisition d'un chauffe-eau solaire à moindre coût. Et je finirai en vous disant que le territoire de l'Ouest expérimente sur son territoire un fonds mutualisé pour l'amélioration de l'habitat qui a été mis en place en début de cette année, donc à destination du public occupant un logement indigne qui a besoin d'amélioration. On ne s'est pas contenté de pratiquer une amélioration, je dirais, basique en allant sur l'hygiène et la sécurité, mais notre régie de travaux qui a été constituée cette année mène des actions pour isoler les logements et faire bénéficier de ces personnes de conseils, d'éco-gestes via des partenariats avec EDF, la Fondation Abbé Pierre et la SPL Horizon Réunion. Très bien. Voilà. Au-delà de ce volet MDE, quelle est la vision globale du territoire de l'Ouest à plus long terme sur l'énergie d'une manière générale? Alors, ce que je pourrais vous dire, la vision globale, c'est d'aller, comme tous mes collègues l'ont mentionné, d'aller sur du renouvelable, du durable. Pour cela, le TCO s'est positionné comme terre d'accueil des dispositifs expérimentaux pour tout ce qui était énergie renouvelable. On travaille avec la région Réunion là-dessus, sur notre volet économie, à la mise à disposition de fonciers pour justement expérimenter et développer ce genre de filière. En interne, le TCO veut devenir modèle. Je vous citerai par exemple l'exemple de notre BGES, plan d'émissions de gaz à effet de serre, qui a adopté une politique de réduction de la consommation des énergies carbonées du territoire de l'Ouest lui-même. Mise en pratique en maîtrisant la consommation de ces bâtiments, en faisant évoluer les modes de transport et en réduisant sa consommation de déchets. Autre compétence qui est porteuse sur l'énergie, c'est les transports. Donc on va aller sur de la décarbonation en mettant en avant les modes de transport doux. On l'a vu via la rando vélo qui a été médiatisée dimanche dernier, que le vélo, ce serait une piste d'aller sur des modes de transport un peu alternatifs comme le covoiturage via Caros City qui va être présenté sous peu, et des études pour le transport câblé et aussi la mise en place d'un BHNS, bus à haut niveau de service, avec un itinéraire privilégié avec des véhicules propres de grande capacité. On travaille en collaboration avec la région Réunion là-dessus. Et voilà. Très bien. Merci à vous, M. Loricourt. Jean-Laurent Camelindia, même question concernant la CINOR. Quelle stratégie en matière d'énergie? Je crois que la CINOR lance, vous en avez parlé hier lors d'une autre table ronde, un plan climat-énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Donc, la CINOR a adopté depuis 2019 un plan climat air énergie territorial. Donc, ça a été instauré par la loi de transition énergétique et croissance verte de 2015. Et pour faire très court, on va dire que c'est la feuille de route en matière de développement durable, c'est-à-dire énergie, biodiversité, économie circulaire, mobilité durable de la collectivité pour lutter et s'adapter contre le changement climatique. Donc, un aspect de ce plan climat, donc il vaut pour 6 ans, 2019-2025. Au niveau de la collectivité, pour nous, c'était de s'approprier ces enjeux. Donc, s'approprier ces enjeux sur les énergies, c'était d'abord se rendre exemplaire. Avoir des bâtiments qui consommeraient moins d'énergie. Développer des énergies renouvelables sur les bâtiments CINOR. Donc on a un très bel exemple, la Nordev étant dans le patrimoine CINOR, et on a apposé des panneaux photovoltaïques pour produire notre propre énergie à ce niveau. Autre aspect de ce plan climat également, donc si on doit diviser en 3 grandes catégories là où le PCAET agit, tout d'abord ça a été la sobriété. La sobriété dans le changement des comportements. Changement de comportement, nous, en tant qu'agents en interne, mais changement de comportement en allant discuter avec l'ensemble des acteurs du territoire. Aujourd'hui, il y a un maillage synergique existant autour de ce PCAET où on échange avec les associations, les citoyens, les particuliers, les privés, les industriels. Et tous ensemble, on essaie d'avoir cette même vision pour moins consommer d'énergie, changer ses comportements et avoir, on va dire, un peu plus de résilience face au changement climatique.
Le deuxième aspect, on va dire, c'est l'efficacité énergétique ou l'efficacité tout court. C'est-à-dire avoir du matériel performant pour arriver à nos objectifs. Donc si je reprends le cas de l'énergie, ce serait par exemple, on a une vieille clim sur un grand bâtiment tertiaire qui consomme plus qu'elle ne produit du froid. Après avoir changé de comportement, c'est passer à une clim peut-être plus performante, moins énergivore, et ainsi baisser nos consommations d'énergie. Et enfin, le troisième grand aspect qu'on essaie de développer, et on lance d'ailleurs une étude sur le potentiel en énergie renouvelable sur le territoire de la CINOR, c'est le développement des ENR, toute énergie possible. Donc on va étudier l'hydroélectricité, on va étudier ce qu'on peut faire de la biomasse existant sur le territoire, on va étudier comment on peut avoir de l'éolien terrestre et offshore sur le territoire de la CINOR, et ainsi de suite. Donc ce serait couvrir l'ensemble des énergies renouvelables existantes et avoir une stratégie qui viendrait compléter celle de la région, mais peut-être à échelle micro-région telle que la CINOR, et passer le plus rapidement possible à l'acte en lançant des appels à projets, en proposant aux investisseurs et aux groupes privés d'investir sur les énergies renouvelables à échelle territoriale, en proposant peut-être un accompagnement des particuliers pour développer comme le chauffe-eau solaire ou les panneaux photovoltaïques sur leur logement. Et ainsi, on pourra arriver, peut-être pas à atteindre nos objectifs d'ici 2030, mais au moins de s'y rapprocher. Quelle échéance, du coup? On l'a pas encore chiffré, mais on espère le plus vite possible. Est-ce qu'il y a une adhésion? Est-ce que vous sentez une adhésion à la fois chez les entreprises, chez les particuliers à cette stratégie? L'adhésion n'a pas été facile, donc on a eu beaucoup de portes fermées sur les premières années de mise en œuvre de ce plan climat. Et c'est seulement après 3 ans, on va dire, de mise en œuvre et de pédagogie, de sensibilisation, qu'on arrive à créer aujourd'hui une synergie, on va dire, intercommunale de l'ensemble des acteurs pour pouvoir aller tout le monde dans le même sens. Très bien. Merci à vous. On a terminé la première phase de cette table ronde. On va attaquer la deuxième. Donc vous êtes chacun intervenu dans vos domaines de prédilection. Est-ce qu'on peut essayer de dresser, vous avez déjà commencé un petit peu les uns les autres, des pistes d'action, des leviers pour faire mieux demain, Monsieur Chabriat? Alors, parmi les difficultés, et là où il faut agir en termes de levier, le premier difficulté, il est administratif. Je vous donne un exemple, le problème d'installation des systèmes solaires photovoltaïques pour récupérer de l'énergie et faire de l'électricité sur les toits. Donc nous avons mobilisé par l'intermédiaire de l'association des maires, l'ensemble des maires, pour analyser et pour qu'on puisse faire en sorte que la démarche administrative d'autorisation de l'installation du système sur les toits des particuliers soit véritablement accélérée. Aujourd'hui, on est entre 6 mois et 1 an. Franchement, ce n'est pas acceptable. Il n'y a aucune raison pour que ça soit aussi lent. Il y a même certaines communes qui, pour d'autres raisons esthétiques, simplement, n'autorisent pas l'installation de systèmes photovoltaïques sur leur toit. D'autres communes où c'est extrêmement compliqué et on dépasse les 18 mois. Donc si on veut développer, tout d'abord, par rapport, accélérer la transition énergétique, je dis bien accélérer, et c'est en courant, véritablement. D'abord, il faut que nos collègues dans les administrations, que ce soit à la collectivité régionale, que ce soit dans les EPCI ou au niveau des communes, ils accélèrent aussi la démarche administrative des dossiers. Par des processus parfois tout simples. Je prends la SPL Énergie Réunion, enfin anciennement Horizon Réunion. En arrivant dans la société, je découvre que pour monter un dossier, il y a 4 personnes qui remplissent le dossier au papier. Enfin, c'est pas possible. Donc, on est en train de dématérialiser l'ensemble de la procédure pour pouvoir accélérer, ne serait-ce que l'instruction administrative du dossier. C'est des choses toutes bêtes, mais en même temps, ça fait partie de l'accélération de la transition énergétique. Donc, d'abord, ce premier levier, qui est un levier important. Le deuxième levier, qui est maintenant administratif, mais au niveau national. Et en particulier donc, au niveau de ce qu'on appelle la Commission de régulation de l'énergie et au niveau du ministère de la Transition énergétique, c'est que, écoutez, quand on dit qu'on fait de la transition et qu'on accélère, alors on accélère. Il ne faut pas 18 mois pour sortir un arrêté tarifaire pour permettre de faire des installations photovoltaïques de grande dimension à La Réunion. On en est toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appel d'offres de la Creux concernant les installations PV n'est toujours pas sorti. Donc on se mobilise, l'ensemble des acteurs se mobilisent. Donc ça fait partie aussi des choses de l'accélération. Ça n'a rien à voir avec le technique. Bon. Ensuite, l'accélération, c'est quoi? Je reviens, c'est tout un ensemble.
Alors, on parle, je dirais juste à mes collègues des EPCI de porter une attention. Et souvent, on a tendance, et c'est normal, d'aller dans une direction, de regarder son territoire, etc. Mais l'énergie, c'est l'énergie de la Réunion qui est en question. Il y a un raisonnement par micro-région, certes, mais toutes les micro-régions doivent s'entendre sur la question de l'énergie et on doit véritablement avoir un plan global sur l'énergie à La Réunion. Et il doit être partagé. Donc ça, c'est un point important. Là aussi, ça peut, je veux dire, un raisonnement trop cloisonné peut devenir un frein. Donc il faut aussi décloisonner ce raisonnement au niveau des EPCI, des communes, etc. Donc la question, elle est globale. Deuxième point, point suivant sur la question de l'accélération. Je vais vous donner un chiffre. Sur la MDE, monsieur a raison, les chauffe-eau solaires thermiques, on en a 250 000, je crois, à peu près à La Réunion, individuels, permettent d'économiser, en tout cas de ne pas injecter de l'électricité pour 90 000 habitants à La Réunion. C'est-à-dire que si nous n'avions pas les chauffe-eau solaires sur les toits des Réunionnais, il faudrait installer une centrale thermique supplémentaire tout de suite, demain, à La Réunion. Donc la question qui est posée, c'est comment on poursuit l'action de l'installation des chauffe-eau solaires thermiques, et on arrive aujourd'hui dans un processus d'économie circulaire où effectivement il faudra remplacer ces chauffe-eau solaires. Il est hors de question comment on limite l'arrivée des chauffe-eau solaires électriques, les ballons, à La Réunion, tout simplement. Donc ça, c'est de la MDE principale, avant même d'aborder toute autre question. Michel Dijoux a évoqué, nous allons développer, je dirais, 4 plans. Tout d'abord, le plan solaire régional qui est axé sur le solaire individuel, un toit solaire pour chaque Réunionnais. Un toit solaire inclut le chauffe-eau solaire thermique et une production d'électricité par énergie solaire, la production dite photovoltaïque. Donc ça, on va mettre en œuvre un plan avec des subventions, on va analyser toutes les démarches possibles, on va mobiliser tous les leviers financiers pour pouvoir y arriver. Ensuite, il y a un plan qui tient à cœur à la présidente de région, c'est un plan concernant la géothermie, qui était en sommeil. On a réactivé l'ensemble de la démarche et j'espère qu'on va aller dans une bonne direction. Il y a le plan éolien, associé au plan hydrogène. Donc tout ça, c'est des plans, mais moi, je veux que ce soit opérationnel. Ce n'est pas des plans pour faire des études et faire des études. Et il y a le plan aussi de stockage de l'énergie, on a évoqué, notamment le stockage par gravitation, le stockage hydraulique, ce qu'on appelle le stockage STEP. Il y a 5 ou 6 projets à La Réunion et qu'on essaie d'accompagner. Voilà, écoutez, je vais laisser un peu la parole aux autres. C'est bien. On va demander à Michel Dijoux, à Fabien Balonaïd des pistes, des leviers d'action pour demain, pour attendre vers l'autonomie énergétique. Michel Dijoux. Alors, déjà, une très grande direction, c'est l'équipement massif et la direction des 10 000 toits solaires, d'équiper La Réunion de façon massive et aller dans cette direction. Moi, j'aimerais, et c'est un vrai sujet, que la région intègre la nécessité que chaque installation doit être équipée de systèmes de stockage. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vouloir l'électricité à moitié parce qu'on consomme aussi la nuit. Donc, le stockage est partie intégrante aux besoins. Quand on a dit ça, on n'a pas résolu le problème de la circulation de l'utilisation de l'énergie pour les véhicules. Alors, je vous donne une information, puisque j'ai le droit de parler du groupe Dijoux. Je suis là en tant que président du groupe Dijoux. Le groupe Dijoux va inaugurer, dans le courant du mois de novembre, une installation d'ombrières photovoltaïques équipée de 12 bornes pour véhicules électriques, non connectées au réseau. Je redis, non connectées au réseau. Ça signifie que toutes nos voitures marchent exclusivement au soleil. Première mondiale. 324 kWh de stockage. Et on a démontré, parce que ça tourne depuis 6-7 mois maintenant, qu'on est totalement autonome énergétiquement pour nos véhicules. C'est l'étape suivante dans laquelle il nous faudra rentrer. Préparer avec l'hydrogène et le solaire photovoltaïque, préparer une solution pour dépendre le moins possible du réseau électrique sur les véhicules électriques. Si j'ai bien compris, la direction est prise.
véhicules électriques, j'entends. Il n'y en a eu que 4000 au total. Hein. Mais la direction est prise. Maintenant, il faut des moyens. Bon, les moyens sont multiples. La région a fait une grande partie du chemin. Je pense que le coût de l'énergie à La Réunion peut justifier qu'il y ait une intervention forte de l'État sur le sujet. Mettre des ombrières en ceinture tout autour de l'île, ça ne paraît pas du tout délirant. Paul Vergès en parlait déjà et on en parlait déjà tous les deux à l'époque. Mettre de l'ombrière en plus d'une installation domestique chez les résidentiels, dans le résidentiel, c'est pas du tout délirant. On a démontré que c'est possible. Et je l'ai fait dans mon entreprise, je vous invite à venir voir ceux qui veulent. Ça va être inauguré, donc on va communiquer à fond dessus bientôt. Après, il y a d'autres leviers. C'est baisser la consommation, nos habitudes, réviser nos habitudes de consommation. Mais la vraie barrière, je vous ai dit tout à l'heure, la vraie barrière pour faire évoluer, elle est culturelle. Financière en deuxième lieu, mais culturelle. Sommes-nous prêts à consommer moins? MDE, Fabien en a parlé un peu tout à l'heure. Et comment? Et quand? Que la machine à laver, quand on fait une installation photovoltaïque, bon, on met la machine à laver en marche la journée quand il y a du soleil. Pas la nuit. Parce que la nuit, on a d'autres besoins d'énergie. Quand on aura sociologiquement avancé sur le sujet, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a un tabou sur l'énergie à La Réunion. J'ai toujours trouvé ça bizarre. C'est que le Réunionnais ne sait pas le vrai coût de l'énergie. Vous savez combien ça coûte l'énergie à La Réunion? Vous allez nous le dire. Ben, je vais vous le dire. Déjà, je commence par dire combien on paye. Parce que ça, c'est le vrai sujet. On paye à peu près 21 centimes le kilowattheure depuis notre dernière facture. C'est suite aux évolutions des coûts de l'énergie. Mais le vrai coût de l'énergie à La Réunion, c'est 35 centimes le kilowattheure. C'est la péréquation La nationale. péréquation, je suis favorable à la péréquation, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enseignement qu'il faut retirer de ça, c'est qu'on doit vite aller vers l'autonomie énergétique parce que les politiques bougent. Les évolutions, on les ignore aujourd'hui. C'est à nous de prendre en main ce sujet et vite. Et surtout quand on voit la hausse du coût de l'électricité depuis quelques mois. Ça Ouais. peut accélérer effectivement la transition. Donc péréquation, c'est la CSPE qui permet de partager, qui permet de capter et ensuite la péréquation de partager. Et quand on a compris ça, on sait que la direction est possible, puisque si on prend le vrai coût, 35-36 centimes de coût de production aujourd'hui, ça voudrait dire que le prix que nous aurions dû payer serait de 41-42 centimes le kilowattheure, le double. Voilà. Très bien. Fabien Ballonnet. Bon, c'est parfait que Michel Dijoux soit intervenu avant moi. Simplement, il a très bien nuancé mes propos tout à l'heure et je m'en voudrais de ne pas faire un focus sur l'autoconsommation parce que le président de TMRJ est lui-même un spécialiste de l'autoconsommation solaire. Simplement, je voulais parler de MDE et ça c'est important. Et l'autoconsommation solaire est une vraie solution aujourd'hui pour les Réunionnaises et les Réunionnais de réduire leur consommation énergétique. Donc ça fait partie de ces leviers aussi de maîtrise de la demande en énergie. Donc, autre sujet sur lequel je voulais rebondir et très intéressant, c'est le côté culturel. Donc, M. Kamindia tout à l'heure parlait de climatisation. On a nos adhérents aussi, et je vais parler en leur nom, qui sont spécialisés sur le volet de la maîtrise de la demande en énergie, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, en dehors de ce changement culturel, comment je consomme moins d'énergie, il y a une vraie question sur cette compétence locale qui est la conception bioclimatique. Aujourd'hui, on a des bureaux d'études spécialisés sur le domaine, donc pour ne citer qu'Imagine, Effusif et d'autres qui sont adhérents de TMRJ, et des études qui ont montré que finalement, on peut être en situation de confort dans des zones tropicales à 28 degrés, simplement avec des brasseurs d'air. Donc, il faut changer un peu le disque sur le tout climatisation et se dire qu'à La Réunion, on a aussi ce savoir-faire, on a des jeunes formés localement, donc il est important de le dire, pour changer cette façon de penser sur l'utilisation de la climatisation et la conception des bâtiments, qui sont une réelle source d'économie d'énergie. Et là, il est important de le dire, bâtiments tertiaires, bâtiments résidentiels, c'est 80%
de la consommation d'électricité. Donc c'est vraiment un poste sur lequel on doit travailler et sur lequel La Réunion a une compétence avérée. Donc après Michel l'a abordé et je parlerai très rapidement, mais c'est que demain la mobilité sera électrique. Donc notre finalement mix énergétique où on a essence, gasoil qui pèse pour plus de 50% de la conso énergétique, elle va se retrouver finalement électrisée, donc usage électrique de la mobilité. Donc il y a tout à faire pour que finalement notre système, notre réseau électrique soit le plus décarboné possible. Donc la boucle est bouclée en fait, mais il y a un vrai changement de comportement, une vraie vision de prise de recul à avoir sur ces transformations à venir. Et moi je dis, accompagnons la population locale à changer en fait cette façon de voir l'énergie. Donc combien elle coûte réellement et est-ce que diminuer cette énergie c'est important ou pas pour moi? Et surtout pour finir, comment je fais localement parce que c'est vecteur de créateur d'emplois en local et de richesse pour le territoire. Merci. Je ne sais pas si M. Loricourt ou M. Kamlindia souhaitent reprendre la parole. M. Loricourt. Peut-être juste rebondir sur ce que mes collègues ont dit. Je ne vais pas revenir sur la problématique des transports. On sera plus là sur nous, de par notre compétence sur le territoire de l'Ouest, à comment mieux accompagner nos usagers, notre population à ce changement, à cette transition. C'est-à-dire à faire en sorte que tous les habitants du territoire de l'Ouest trouvent une solution et soient accompagnés, quel que soit son niveau, même administratif, parce que le gros frein, moi je le vois dans mon quotidien, c'est administrativement comment on accompagne les gens au montage de dossiers, comment on fait évoluer les mentalités sur l'utilisation de la clim, le brasseur d'air. Moi j'ai tous les jours au téléphone des gens qui me disent mais est-ce que c'est efficace, et je les conseille comment les placer, comment les utiliser. C'est vraiment, je pense que l'enjeu pour la collectivité, c'est accompagner sa population, vraiment. M. Chabria disait tout à l'heure, il faut une stratégie régionale. Vous partagez son avis, au-delà des décisions prises par chaque communauté d'agglo? Je pense que la vision, elle doit être commune parce que le problème, c'est un problème commun. C'est pas le problème du territoire de l'Ouest, c'est pas le problème de la Cinon, c'est vraiment l'énergie de demain, c'est quoi? Comment on la met en œuvre? Comment on l'économise au niveau régional? C'est vraiment comment on économise et comment on gère la ressource de l'île en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment partager une vision commune sur cette thématique-là. Merci M. Kamlindia, même question. Donc très rapidement, peut-être pour conclure sur les pistes, je rejoins ce que disait M. Chabria sur le partage des plans et des stratégies, et pareil sur le partage des savoir-faire des uns et des autres en termes de technicité. Peut-être un petit bémol aussi au niveau du positionnement de l'État sur cette question de l'énergie, où par exemple on parle de l'éolien offshore et on est un peu en attente d'une déclinaison locale pour qu'on puisse étudier peut-être plus profondément ces pistes-là. Et très rapidement, on a beaucoup parlé des freins culturels, mais si on remonte pas si longtemps que ça en arrière, le créole longtemps, il n'avait pas besoin de cette énergie, il était déjà sobre en énergie. On parlait de machine à laver, ça lave-linge d'Arrivière. On parlait de mobilité, il n'y avait pas de voiture, donc on allait à pied. Et fondamentalement, ce serait peut-être revenir à ce qu'on était, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça. La bioclimatie, pareil, longtemps, grand monde, tu fait la case, tu as fait une fenêtre devant, une fenêtre derrière, il y avait un courant d'air. On avait un pied litchi, un pied mangue, tu as fait l'aération. Et il n'y avait pas besoin de toute cette modernité, si je puis dire, pour être sobre en énergie. Donc on peut s'inspirer de la culture créole, je pense, pour revenir à cette nouvelle culture modernisée, créolisée, si je puis dire. Et sur la stratégie régionale, qui serait portée par l'ensemble des communautés d'agglomération de La Réunion, ça vous inspire quoi? Là, on espère s'appuyer sur le chef de file de l'énergie, qui est la région Réunion, et pouvoir parler d'une même voix pour non pas une, mais plusieurs énergies de demain. Très bien, merci. Il nous reste quelques minutes pour les questions de la salle. La parole est libre. Je vous invite à poser toutes les questions que vous avez à poser à nos intervenants. Il y a un micro qui va circuler. Monsieur Nival. Alors, on ne vous entend pas, monsieur Nival. Je ne sais pas si le micro est branché. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Oui, il y a un problème à mon avis pour aller plus loin qu'actuellement sur les panneaux photovoltaïques au niveau des immeubles.
les immeubles anciens. Parce qu'évidemment, pour les immeubles nouveaux, le permis de construire peut éventuellement exiger qu'il y ait systématiquement des panneaux photovoltaïques. Mais pour les immeubles anciens, il y a une loi qui est parue récemment qui oblige le syndic à mettre des prises électriques sur les parkings pour les véhicules électriques, même s'il n'y a pas une majorité au niveau de l'Assemblée générale. C'est une très bonne chose. Et ça serait encore mieux si il y avait l'équivalent pour l'installation de panneaux voltaïques pour alimenter justement ces prises dans les parkings. Et ça éviterait évidemment de tirer sur le réseau électrique qui effectivement est un facteur limitant à La Réunion, on m'a dit qu'il n'y avait pas de ligne à haute tension, hein, il n'y a que de la moyenne tension, donc une forte limitation au niveau du transport de l'énergie. Qui souhaite répondre? Jean-Pierre Chabria. De toute façon, la démarche dans laquelle on est sur le déploiement du photovoltaïque, c'est essentiellement, en tout cas la cible, sont les toits de La Réunion, avant d'avoir d'autres solutions par ailleurs. Mais j'entends votre demande et on va l'intégrer dans la réflexion pour faire en sorte qu'on puisse répondre à cette demande. Alors, ceci étant, je voudrais simplement dire que je pense qu'il ne faut pas raisonner localement sur un immeuble ou sur une maison. C'est le directeur de l'ADEME qui défend beaucoup cette idée que je partage, c'est d'introduire la notion de coopérative énergétique, avec une mutualisation parfois sur des immeubles voisins, sur un quartier voisin, mais qui permettrait de compenser des consommations par ailleurs sur des immeubles sur lesquels on ne peut pas installer. Donc on est aussi dans cette réflexion, dans cette démarche. Tout d'abord, on va s'attaquer à des coopératives énergétiques dans les zones industrielles et artisanales, avant peut-être de s'attaquer à des coopératives énergétiques dans des zones peut-être plus immobilières. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut avoir en tête. Parfois, il ne faut pas affronter des problèmes techniques trop insurmontables. Il vaut mieux contourner l'obstacle et trouver une solution palliative, mais qui permet de répondre à la question localement, donc en raisonnant sur un quartier ou un quartier un petit peu plus large, mais d'apporter une réponse plutôt que de dire on va installer sur les toits de tel immeuble où il y a une difficulté technique insurmontable, voir si sur des immeubles voisins, on ne peut pas renforcer les installations PV pour des immeubles de proximité. Donc c'est un peu la démarche qu'il faut enclencher sur cette notion d'extension de la vision. Tout ça, on ne peut pas voir localement la question énergétique, on doit la voir globalement, à la fois dans un quartier, à la fois sur le territoire de La Réunion, etc. Michel Dijoux. On travaille sur un projet de ville autonome, de village autonome. Je ne peux pas encore dire à quel endroit, où, comme le permet la loi depuis peu, on fait de l'énergie collective. La phrase utilisée, c'est ça, l'énergie collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 60 à 80 maisons et on vise l'autonomie totale en énergie sur l'ensemble de ces maisons, en utilisant, l'application résidentielle, et 2, le surplus va être redistribué pour le voisin ou dans un ensemble. La loi prévoit qu'on peut le faire à 10 km, c'est descendu à 3 pour les DOM. Mais bon, 3 km c'est déjà beaucoup, 3 km de rayon et on peut faire pas mal de choses. Donc ça donne déjà une tendance et c'est déjà un début de réponse sur les immeubles collectifs, comme disait M. Chabria, pour aller vers l'autonomie parce qu'elle doit être globalisée à un certain niveau quand on n'a pas de solution individualisée aussi. Merci. Pas d'autres intervenants sur cette question-là? Question suivante. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Monsieur, oui. On va vous amener le micro. Bonjour. On a beaucoup parlé d'efficience et de sobriété et du fait que c'est une culture qui prend du temps à se mettre en place. Je sais que sur
sur le territoire, je m'éloigne un petit peu, excusez-moi, parce que ça fait de l'arsène. Je sais que sur le territoire, on a des entreprises qui innovent, on a des laboratoires publics qui font un super travail et qui apportent des solutions spécifiquement adaptées au territoire. Comment peut-être on pourrait amener ces solutions-là dans la norme et les imposer peut-être petit à petit dans la culture, en fait, par la force, entre guillemets, ou par l'incitation. Jean-Pierre Chabria vous répond. C'est bon. Sur le territoire, dans le domaine de l'énergie, sur la chaîne de l'innovation du laboratoire à l'entreprise, aux normes, comme vous l'évoquez, il manque un maillon. Dans le domaine du sanitaire, enfin dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le domaine du sanitaire, les maillons existent déjà, qu'on va renforcer, en tout cas dans la politique régionale, c'est très clair dans la démarche notamment de recherche et d'innovation. Et dans le domaine d'énergie, il nous manque ce maillon que l'on est en train aujourd'hui de travailler avec le territoire de l'Ouest, qui est le mieux placé par rapport notamment aux questions énergétiques, aux questions des entreprises qui travaillent sur ces sujets. Donc nous allons installer, la décision a été prise, on peut vous l'annoncer aujourd'hui, et je ne vois plus le représentant du territoire, il vient de partir. Enfin, il est là, mais je pensais au cabinet. Nous allons formaliser et installer un pôle d'appui, un pôle technologique régional d'appui aux entreprises et de recherche sur l'énergie et le bâti tropical sur le territoire de l'Ouest. Le territoire de l'Ouest nous propose d'accueillir sur ces réserves foncières effectivement ce pôle technologique. Donc nous allons enclencher toute une démarche pour que ce maillon puisse exister. Je vous donne un exemple sur lequel parfois il y a des discussions. Et, parfois les laboratoires de recherche, je suis professeur à l'université, je travaille dans un laboratoire de recherche, pallient à des manques. Nous n'avons pas à faire de l'ingénierie et du développement dans un laboratoire de recherche. Je dis clairement, un laboratoire de recherche, c'est un laboratoire de recherche. L'ingénierie doit se faire à l'extérieur. Et s'il manque des maillons, et notamment, par exemple, dans le domaine de l'innovation pour passer de la recherche au développement, un exemple, on veut installer, on voit en ce moment dans la production photovoltaïque une diminution de la production sur les grosses installations, probablement par vieillissement des panneaux photovoltaïques. Donc il nous manque aujourd'hui un banc de tests à disposition avec bien évidemment un modèle économique de test, un banc technologique de test de ces panneaux PV, d'analyse de ces panneaux PV, d'analyse des défauts, etc. Écoutez, c'est pas de la recherche. Aujourd'hui, c'est un produit qui existe. C'est un produit qui existe dans les pôles d'appui aux entreprises au niveau national et international. Donc, nous proposerons de mettre dans ce pôle technologique régional d'appui aux entreprises et de recherche, donc installé sur le territoire de l'Est, une unité d'analyse technologique sur ces panneaux PV. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est sur les véhicules électriques. Il est hors de question de développer dans un laboratoire de recherche une analyse approfondie des véhicules électriques, des dysfonctionnements, etc. C'est de la techno, c'est de l'ingénierie, c'est pas de la recherche. Donc on va faire un véhicule lab au niveau de ce pôle d'appui technologique, intégrant de la formation professionnelle du CAP au bac pro en allant jusqu'à éventuellement le bac +3, pas plus. C'est ce dont manque la Réunion. Et quand vous questionnez même au niveau national, par exemple dans le domaine du nucléaire, il ne manque pas d'ingénieurs. Il manque de bac pro, il manque de techniciens et il manque de licences professionnelles. C'est ce dont on manque à La Réunion aujourd'hui. Tous les problèmes de raccordement évoqués, tous les problèmes dont on parle, même techniques, même administratifs, c'est parce que nous n'avons pas de personnes formées suffisamment dans le domaine du génie électrique à La Réunion. Le solaire, c'est pas du bâtiment. Le solaire, c'est du génie électrique. Il faut des électriciens formés et qui assurent la sécurité électrique. Alors, je fais une petite parenthèse sur cette question et je suis très en alerte. Il est hors de question de faire une politique énergétique sur un plan solaire PV à La Réunion avec de la médiocrité. Parce que de toute façon, politiquement, ça va se retourner contre les politiques, que ce soit EPCI, commune, tout ce que vous voulez. Hein. Quand ça ne marche pas, on ne va pas voir, à un moment, on va dire c'est eux les responsables. On a été alerté par le Consuel, celui qui vérifie les installations. Je vous donne un chiffre. 60% des installations photovoltaïques
ne sont pas tout à fait conformes à La Réunion. Donc j'ai dit stop. Toutes les installations photovoltaïques auront la visite du consul. Je dis bien toutes, à 100%. La qualité doit s'installer, parce que c'est au prix de la qualité qu'on va installer une filière économique à La Réunion. C'est au prix de la qualité que les Réunionnais seront effectivement convaincus de la démarche, et non pas avec des installations qui sont tout à fait en dysfonctionnement. Enfin, ça ne peut pas marcher si on n'a pas la qualité au bout. Quand vous achetez une installation qui est subventionnée par la collectivité régionale jusqu'à 6 000 €, que l'installation coûte 12 000 €, que le temps de retour est de entre 7 et 8 ans, vous ne voulez pas vous électrocuter dans votre installation. Bon, ben aujourd'hui, on a des problèmes. Je vous le dis, c'est pas... Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que, au nom de l'autorité régionale, j'ai pris le problème à bras-le-corps. Toutes les entreprises ont été réunies. Aujourd'hui, la vérification se faisait sur 20% des installations. Elle se fera sur 100% des installations. Voilà. Donc ça, c'est une démarche claire, nette et précise. Le consuel passera et vérifiera les installations en termes de qualité. Nous voulons des entreprises qui nous certifient une qualité au niveau des installations photovoltaïques. Parce que sinon, on court à l'échec. Voilà. Merci Fabien Boilenig, je pense que vous voulez répondre également. Je complète très rapidement pour la question de François Mallet. En attendant en fait cette plateforme d'énergie qui va être mise en place sur le territoire de l'Ouest, à notre modeste échelle, chez Temergy, on sait qu'il y a un manque de connaissance des entreprises territoriales sur ce que font nos laboratoires de recherche en énergie qui ont pourtant une vraie compétence pointue sur des sujets de recherche, comme l'a rappelé Jean-Pierre Chabriat. Donc chaque année, chez Temergy, on va mettre en place un événement qui s'appelle Valoren, valorisation de la recherche locale en énergie, en partenariat avec le territoire de l'Ouest et Efficacity, qui est l'AMO R&D sur l'énergie qui accompagne le territoire de l'Est. Et l'objectif, c'est vraiment de faire connaître le savoir-faire de nos laboratoires de recherche aux entreprises locales pour que les entreprises puissent prendre cette moelle, on va dire, de la recherche pour passer au développement innovation. Donc c'est important aussi que chez Temergy, on puisse faire ce lien entre laboratoires de recherche et entre entreprises locales. Jean-Pierre Chabriat, un dernier élément. Une dernière intervention sur la recherche. On parle beaucoup de recherche. Le problème de la recherche en France, d'une façon générale, et encore plus à La Réunion, c'est que le privé ne fait pas assez de recherche. Quand on regarde les investissements en recherche en termes de PIB dans les pays du monde, dans le public en France, on n'a aucun souci. On est même très en avance. En revanche, il n'y a pas assez de recherche privée dans les entreprises. Donc ça, c'est un volet auquel Temergy devra s'attaquer en liaison avec les laboratoires. Et c'est pour ça qu'on veut mettre un pôle d'appui déconnecté, enfin déconnecté au sens, pas dissocié, mais connecté, mais ça ne sera pas un pôle de recherche au sens où on l'entend en termes de laboratoire de recherche, mais on veut même que des entreprises privées puissent venir, le temps d'un contrat, venir développer une expérimentation de recherche dans ce pôle d'appui aux entreprises. Il y a du crédit impôt recherche, il y a des conventions de formation de chercheurs qui sont largement financées par l'État, il y a une fiche action au niveau des programmes européens qui associent de la recherche et des entreprises. Les mécanismes sont là. À nous de faire en sorte que, effectivement, les entreprises privées, les nouvelles entreprises, etc., puissent aussi faire et développer de la recherche dans le domaine du privé, au-delà des laboratoires publics. Michel Dijoux. Quand on a dit tout ça, le marché qui va grandir, on a oublié de dire quelque chose de fondamental, c'est que derrière, il y a deux choses qui vont arriver. La création d'emplois sur les installations, elles vont être majeures, et les maintenances. Sur 10 000 toits solaires par an, il faut compter environ 4 000 emplois créés sur le secteur du solaire résidentiel. Dans la durée, j'entends. Puis il y a la création industrielle. Si on a le marché, il y aura de la naissance industrielle derrière. Donc, on est en train d'ouvrir un champ nouveau à La Réunion qui donne une perspective nouvelle au territoire, mais
dans toute la chaîne de valeur. Très bien. Une toute dernière question éventuellement, Michel Alamel, et après on s'arrêtera là malheureusement. Micro, Michel, on va vous tendre un micro. Oui, j'ai bien écouté M. Chabriard avec attention. Quand vous parlez de l'article 7, c'est dans quelle réglementation ça, M. Chabriard? Je vais vérifier, mais je crois bien que c'est l'article 7. J'ai imprimé hier soir. Parce que je vais c'est dans le décret de la programmation pluriannuelle de l'énergie. D'accord, mais c'est bien. Mais j'ai pas l'impression que les maires ou les présidents savent vraiment ce que c'est cet article 7. Parce que moi, j'ai fait des démarches auprès des EPCI. Là, sinon, j'ai croisé le président. Il fallait un mois à peu près pour lui essayer de le raisonner concernant ce que M. Chabriard parlait vers la transition écologique, énergétique, tout ce truc-là. Mais malheureusement, parce que je l'ai côtoyé, ces personnes-là ne sont pas conscientes du tout de ce que vous êtes en train de dire, M. Chabriard. Bah écoutez, s'ils ne sont... Et pourtant, vous les côtoyez tous les jours, je ne sais pas. Et quand vous dites que vous êtes l'autorité de la région, je vous félicite, mais il faudrait les appuyer sur leur tête ou les faire comprendre, parce qu'ils ne sont pas du tout dans votre démarche. Hein. Je ne sais pas peut-être quand ils vont prendre conscience, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de prendre conscience. Alors, ce qu'on est en train de faire pour répondre à... C'est vrai qu'il faut parfois du temps, un petit peu, mais en même temps, on doit courir. Vous avez une impérative, c'est 2030. Non. Et vous-même, vous avez dit tout à l'heure, il faut courir. Vite, il faut aller très vite. Oui, vous avez raison. Comment vous avez déboulé avec vous comme ça? Comment vous voulez aller vite alors s'ils ne comprennent pas? Non, mais j'ai bien dit qu'il y a des difficultés administratives. Donc, la première démarche qu'on a faite, c'est j'ai rencontré le président de l'association des maires. On a fait passer des messages. Ensuite, il y aura une démarche avec toutes les SEM qu'on est en train d'organiser par l'intermédiaire de la SPL Énergie Réunion. On a changé de nom justement pour aller dans cette direction. L'étape suivante qu'on veut mener avec le CIDELEC notamment en particulier, mais aussi en partenariat avec la Banque des Territoires, mais aussi, je l'espère, avec les EPCI, c'est de créer une SEM Énergie. D'accord. Et je vous dis, une SEM Énergie pour faire de l'installation, de la production, de la maintenance et de la prévision. Donc vraiment, et c'est à ce niveau-là qu'on pourra enclencher peut-être des démarches et dire davantage de choses. Je pense que effectivement, vous avez raison. Quand on est arrivé aux responsabilités, tout le monde me parlait de la PPE, etc. Mais il faut lire les articles. Et il y a des choses importantes dans cette PPE. Il dit quoi? Cette PPE nous met au pied du mur. Nous, localement, le local. Il nous met le local au pied du mur. L'article 7 dit les énergies renouvelables locales sont prioritaires sur le réseau électrique. Deuxième point, nous devons augmenter. Nous avons la possibilité d'augmenter de 250 MW en photovoltaïque. Vous savez combien on a fait de photovoltaïque l'année dernière? Ce qui me met... Je ne vais pas exprimer toute ma colère ici. On a dû faire 25 MW l'année dernière. Il faut faire 60 par an. Je vais vous donner un chiffre. Quand on arrive aux responsabilités, dans les aides individuelles et les installations PV sur les toits des Réunionnais, photovoltaïque, production d'électricité, était limité à 400 dossiers par an. Vous croyez qu'avec 400 dossiers par an, on arrive à quelque chose? Donc, quand on fait un calcul rapide, on a dit, nous, on veut faire la moitié de la production qui est marquée dans la PPE, c'est-à-dire 30 MW par an. Si vous faites des installations à 3 kW, 30 MW par an, vous avez le chiffre, hein, c'est 10 000 par an qu'il faut faire. D'où le chiffre donné par le Gilles Dijoux. Voilà, 10 000 par an. Bon, je vous donne les chiffres. 400, 2020. On est passé à 600, 700 en 2000. On a fait lever les quotas. Il n'y a plus de quotas. Il n'y a plus de quotas. Et on a dit, on regarde comment le marché évolue. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 2500 par an installation. Probablement qu'on va doubler l'année prochaine. Et on espère bien, d'ici la fin de la mandature, atteindre le régime de croisière à 10 000 installations par an. Donc ça demande un investissement de la collectivité régionale sur des fonds propres, sur des fonds européens. Mais la présidente de région s'est engagée. Parce que derrière, ce qui m'intéresse, c'est pas que de faire de l'électricité. C'est que derrière, il y a une économie qui se met en place. Il y a des emplois qui se mettent en place. Et nous, on dit simplement, c'est que localement, les emplois principaux, c'est sur le résidentiel.
c'est sur les petites installations qu'on va faire de l'installation, qu'on va faire de la maintenance et qu'on pourra maintenir. Je vous donne un dernier chiffre, si vous me permettez. Sur le rythme de croisière, on a 250 000 chevaux solaires par an sur les toits des Réunionnais. Globalement, en ce moment, on installe entre 8 et 10 000 par an. D'accord? Donc, je me suis calqué sur cette démarche du solaire thermique pour entamer le solaire électrique. On va rester raisonnable et on se dit on pourra encaisser raisonnablement et maintenir une économie sur 20 ans de 10 000 installations par an. Donc c'est vraiment toute la démarche qui est engagée. Il ne faut pas faire une super économie où on va dire on fait 100 000 d'un coup et puis après il n'y a plus rien. On peut faire progressivement. Ça veut dire que, franchement, on se dit les choses. Si on fait 10 000 installations par an, ben, il faudra 20 ans pour couvrir les toits des Réunionnais. Mais c'est la réalité. Mais en même temps, c'est un modèle économique qui permet d'installer quelque chose dans la durée. Et c'est ça l'objectif de la démarche. Merci, M. Chabrière. Michel, d'abord, Jean-Laurent Camenda va vous répondre pour le compte de l'Essinor. Et ensuite, on va clôturer parce qu'on est... Très rapidement, enfin, je ne sais pas qui vous avez rencontré au niveau de la collectivité, mais je veux bien faire mon travail de technicien et vous accueillir pour un rendez-vous et défendre, s'il y a lieu, votre projet en haut lieu. Aucun problème là-dessus. On va trouver des solutions. Juste à mon tour de donner des chiffres à M. Chabriard. Le deuxième poste de dépense pour les collectivités, c'est la facture d'électricité. Par rapport à l'éclairage public. Comment se fait-il qu'aujourd'hui que ces collectivités se tournent encore vers l'EDF pour avoir des mâts électriques, alors qu'aujourd'hui il y a des mâts 100% autonomes en photovoltaïque? C'est à vous d'aller frapper sur la tête. Bon, ce sera la dernière question. Hein. Eh bien, on va s'y attaquer. Voilà, parce que merci. C'est impossible de continuer comme ça. Merci, on va s'en tenir là. Merci à toutes et à tous.